on va plutôt aller creuser du coup la structuration de business. Donc là, on va partir sur les piliers de son entreprise, puisqu'on voit toujours un peu l'aspect structuration en mode outil, mais la structuration de business, c'est pas de l'outil. La structuration de business, c'est bien connaître son système d'entreprise. Je dois connaître mon système d'entreprise par cœur pour savoir quels objectifs je vais devoir réellement me fixer. On pourra en parler un petit peu plus dans le détail tout à l'heure par rapport à ces piliers, ce système d'entreprise, comment il est construit, mais on va aller décortiquer ça et on va aller aussi mettre des petites notes sur les différents piliers de son entreprise pour voir là où ça pêche. Parce qu'un système d'entreprise, s'il est déséquilibré sur un côté, on va le pénaliser. Donc, il faut absolument que tous les piliers soient à peu près sur la même note pour continuer d'avancer et continuer de se développer. Donc, on voit ce système-là. Et puis, ensuite, on va construire un plan d'action une fois qu'il y a des objectifs stratégiques qui vont se dessiner par rapport à ce système d'entreprise. On fixe ses objectifs stratégiques, on construit son plan d'action, parce que souvent, on s'arrête à l'étape de fixation de l'objectif, mais il faut absolument aller dans la décomposition et donc la construction de son plan d'action. Donc là, on prend sa casquette de gestionnaire de projet. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on va aller plutôt s'axer sur la partie système d'organisation, donc un petit peu comment on va faire dans son quotidien, dans sa semaine d'entrepreneur, avec toutes les choses qu'on a à faire à côté, comment on va trouver du temps pour pouvoir travailler sur ses objectifs stratégiques et ne pas se laisser emballer par son quotidien. Donc effectivement, pour auditer son business, moi j'utilise de la structuration d'entreprise et donc j'ai construit 6 piliers qui sont un peu les différentes étapes par lesquelles une personne qui va vous connaître va passer pour passer un peu à l'acte d'achat et la suite, c'est-à-dire post-achat. Donc, on a le premier pilier, c'est sa visibilité. Donc, quels sont aujourd'hui les canaux de visibilité que vous utilisez pour vous faire connaître? Donc là, c'est vraiment, je suis la vitrine. Quelle est la vitrine que j'utilise pour dire coucou, j'existe, voici mon activité, voici qui je suis. Une fois qu'on a déterminé ça, pardon, je voulais Donc, pas. exemple, les canaux où vous êtes présente, Instagram, LinkedIn, podcast, Ouais. YouTube. Du bouche à oreille. Des fois, on se fait connaître par le bouche à oreille. Des fois, on se fait connaître par des réseaux professionnels d'entrepreneurs. Il peut y avoir de multiples canaux de visibilité. Et c'est important aussi, quand on commence à lister tout ça, de voir le temps qu'on y accorde. Parce que souvent, on met beaucoup, beaucoup de choses dans la visibilité. Et puis, ensuite, ça se rétrécit. C'est comme si on mettait beaucoup de temps dans cette partie visibilité. Et quand on analyse la rentabilité de ces actions, tiens, je passe, je sais pas, 4 heures sur Insta, 3 heures sur LinkedIn, 3 heures sur YouTube, 10 heures dans les réseaux professionnels, et puis je gagne 1 000 € de chiffre d'affaires par mois. OK, il y a sûrement un gros problème là d'un point de vue visibilité, parce que tu ne mets pas forcément ton temps au bon endroit. Tu C'est mets trop de ça. temps. Quelles sont les actions qui vont vraiment te rapporter? Est-ce que tu te dis: «Oui, il faut absolument que je sois présente sur Instagram», mais en fait, quand je vais dans des événements en live et que je parle peut-être à 5 personnes, j'en convertis 3 en appels découvertes, à un moment donné, mise plus sur aller plus dans des rencontres physiques que peut-être faire 5 posts par semaine sur Instagram. Il faut voir qu'est-ce qui est, vraiment, pertinent, en fait, pour vous, dans ce pilier-là. Voilà, c'est super important et là, on est en train de creuser et on voit un petit peu ce qu'on peut y mettre derrière. Donc, on analyse un peu le temps qu'on y passe, donc on examine un peu la rentabilité de ces actions et pour examiner la rentabilité de ces actions, on va mettre en place des KPI, donc des indicateurs de performance qui va nous permettre de lier le temps qu'on y passe avec les résultats qu'on obtient par rapport à ce temps passé. D'où l'importance d'avoir parfois seulement un canal de visibilité et puis peut-être une fois qu'on a on a du chiffre d'affaires qui vient par rapport à ce canal, de commencer à en mettre en place un deuxième, puis un troisième si vous voulez, mais ça va se faire au fur et à mesure de son développement. Et souvent, vraiment, quand on démarre, on a trop tendance à vouloir se mettre sur tous les réseaux, être partout, parce qu'on veut être visible, mais on est plus efficace à être sur moins de choses, mais le faire mieux pour avoir une meilleure rentabilité de ses actions, donc de son temps passé versus les résultats qu'on obtient. Par exemple, donc moi, je suis présente sur Instagram, et Instagram. donc, du coup, typiquement, je vais traquer ce qui me paraît important. Donc là, ça va être, moi, j'ai besoin dans cette première partie de l'année de vraiment faire un gros boost sur ma visibilité. Donc là, je vais aller traquer le nombre de followers. Je vais aller traquer aussi le nombre de clics que j'ai dans ma bio, qui est pas d'ailleurs une bio où vous pouvez partir dans différentes choses, genre aller écouter mon podcast, aller regarder ma vidéo YouTube. Je l'ai vraiment recentré sur
prendre un appel découverte, ou en tout cas, je vais le centrer sur l'action que je veux mesurer. Donc là, typiquement, si c'est une action en période de lancement, par exemple, ce qui n'est pas le cas pour le moment, mais ça pourrait être, je vais aller regarder un des indicateurs clés de performance, c'est d'aller regarder combien j'ai de clics sur mes appels découvertes. Après, qu'est-ce qu'on a après aussi, alors ça, c'est pas version KPI que je suis pour l'objectif, mais ça va être de faire un récap de mes stats mensuels sur en fait mes posts, parce que la création de contenu, ça va faire partie de mon gros canal d'acquisition. Et donc, je vais aller faire relever les statistiques de mes posts pour comprendre qu'est-ce qui a le mieux marché et pour avoir en un coup d'œil, donc je fais ça très simplement sur Excel, pour avoir en un coup d'œil en fait les posts qui ont le mieux marché et que je peux recycler d'une autre manière pour tout simplement les republier, parce que n'oublions pas que les posts, etc., sur les réseaux, c'est très, comment on dit, c'est très éphémère. Et donc, n'hésitez pas en fait à réutiliser ce qui a déjà marché sur votre compte. Et pour ça, il faut que vous ayez un suivi de vos stats avec simplement nombre de vues, le nombre d'enregistrements aussi souvent, nombre de commentaires si pertinent, parce que maintenant, de toute façon, on n'a plus le nombre de partages. Oui, complètement. Là, ce que tu es en train de dire, c'est trop intéressant. C'est-à-dire que sur chaque pilier, vous allez avoir effectivement des KPI à mettre en place en vous disant, il va falloir que j'examine un petit peu mieux. Je sais que, par exemple, je pose souvent la question à mes clientes, mais alors, du coup, combien tu as de personnes qui viennent d'Instagram? Et quand on me répond, en fait, je ne sais pas trop, ça veut dire qu'il y a des process sûrement à mettre en place pour savoir un petit peu le canal d'acquisition de vos prospects, de mettre en place peut-être un lien effectivement dans la bio pour pouvoir traquer un peu le nombre d'appels découvertes déclenchées via votre bio Instagram, via votre bio LinkedIn pour pouvoir traquer. Et puis, ce dont tu parlais, Clara, c'est aussi de l'amélioration continue. OK, je vais pouvoir, grâce à des chiffres, pouvoir améliorer ce que je fais, voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne peut-être un petit peu moins. Et puis, on continue. On est dans l'amélioration continue et c'est hyper important quand on veut se développer un business de miser sur l'amélioration continue. Carrément. Et puis je rajouterai un dernier petit truc avant qu'on passe au deuxième pilier, c'est en fait de faire attention, parce que vos chiffres, il y a les chiffres un petit peu vanity metrics, c'est-à-dire ah là là, mon post a fait beaucoup de likes, mon reel a fait beaucoup de vues, mais au final vous n'avez pas vraiment eu d'enregistrement où les gens ont trouvé ça pertinent de le revoir pour la suite, ou vous n'avez pas eu de message privé suite à ce post-là, et pour autant il a fait beaucoup de vues, il a eu de la performance sur ce qu'on imagine que c'est la performance, alors qu'en fait, un post qui va avoir peut-être, j'en sais rien moi, 15, 30 likes, ou en tout cas moins de likes que d'habitude, mais qui va être enregistré ou sur lequel on va vous poser des questions en commentaire pour approfondir cette notion, etc., ça a beaucoup plus d'importance, parce que je vous rappelle qu'en tant qu'entrepreneur, on n'est pas influenceur, créateur de contenu, enfin, une des casquettes, c'est créateur de contenu, mais on n'est pas influenceur, donc on ne vend pas notre audience en fait à des marques. Donc finalement, on s'en fiche, même avec 100, 200 personnes dans notre audience, on peut vendre son produit, son service. Donc attention, les vanity metrics, c'est vraiment traquer ce qui vous paraît pertinent et important pour vous pour développer votre business. Ouais, carrément. Ça rejoint un peu aussi la notion de les followers, c'est bien, c'est un des indicateurs qu'on peut être amené à suivre, mais c'est pas parce que vous avez un petit nombre de followers que vous n'allez pas faire un gros chiffre d'affaires. C'est vraiment complètement décorrélé. Vaut mieux se dire, une personne qui arrive sur votre compte Instagram, c'est potentiellement un prospect. Donc, on n'a pas besoin non plus de 100 000 prospects. Moi, c'est une des vanity metrics. Alors, c'est important parce que ça permet de voir un petit peu la visibilité, les actions de visibilité, parce que c'est concret, mais ne pas avoir de corrélation forcément entre le nombre d'abonnés et le chiffre d'affaires que vous avez. Alors, deuxième pilier qu'on peut regarder pour justement piloter son système d'entreprise. Ouais, donc système d'entreprise, premier pilier de la visibilité, comment vous vous montrez au monde, quelle est votre vitrine. Deuxième pilier, on est plutôt sur la relation, parce qu'en fonction de ce que vous allez vendre, vous avez besoin de rassurer votre prospect avant qu'il achète. Donc, c'est vraiment tout ce pilier de relation de comment je montre mon expertise et comment je crée ce lien de confiance. Alors, je vais aussi donner des exemples pour qu'on soit bien au clair là-dessus. La création de contenu va aussi dans le pilier de conversion. Donc, le pilier de visibilité, ça va être, OK, j'utilise Instagram, ça c'est mon pilier de visibilité. Je passe à la relation. La relation, c'est ma création de contenu sur Instagram. Voilà, ça peut être ça, mais ça peut être aussi, je mets en place des masterclass, je fais des ateliers régulièrement. Ça peut être des choses comme ça que vous mettez en place. Je vais à des forums, des lives.
comment vous montrez vraiment votre expertise et comment vous instaurez ce lien de confiance. Voilà. Troisième pilier, donc on continue. Ok, maintenant qu'on a instauré ce lien de confiance, notre prospect, il commence à devenir un petit peu plus chaud et on va passer au troisième pilier de la conversion. La conversion, c'est typiquement votre process commercial. Donc, comment, dans votre business, et c'est typique à votre business, personne n'a le même, comment chez vous, vous allez convertir votre prospect en client. Par quoi il va passer? Est-ce que vous allez faire un appel découverte? Combien de temps il dure cet appel découverte? Ensuite, après l'appel découverte, est-ce que vous faites un mail récapitulatif? Est-ce que vous envoyez un devis, des conditions générales de vente? Est-ce que vous envoyez une proposition commerciale? Est-ce que vous demandez un acompte? Vous voyez tout cet aspect-là, où ça peut être un lien direct de paiement, un lien Stripe, un lien PayPal. Il peut y avoir de multiples manières de convertir son prospect en client, mais chez vous, ça doit être processé. Et ça permet, voilà, quand on examine chaque pilier, de voir un petit peu les process aussi qui nous manquent sur chaque pilier. Donc ça, c'est Et notre qui vont process. être à améliorer, carrément. Parce que et ça, en plus, vous pouvez le faire hyper simplement sur une page Canva, sur une feuille que vous retranscrivez sur Notion, et cetera. C'est simplement de schématiser, en fait, un peu votre, ouais, c'est ça, votre process commercial, votre tunnel de vente aussi. Et donc, en fait, globalement, quand mon prospect, il veut, rentrer, par exemple, dans le mastermind, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir plusieurs portes d'entrée. Donc, typiquement, il peut me connaître via une masterclass. Elle peut me connaître via la mailing list parce que elle s'est inscrite sur Instagram ou via mes vidéos YouTube. Et ensuite, une fois qu'elle est là, elle va remplir un questionnaire. Ensuite, potentiellement, on va prendre rendez-vous. Et ensuite, elle va intégrer le mastermind. Ça, par exemple, moi, c'est globalement, en fait, mon process commercial. OK? Donc, ça vous donne un exemple. Peut-être qu'Amélie, toi, tu peux dire le tien pour l'Académie du Temps. Et comme ça vous donne plusieurs exemples, en fait. Ouais. Donc, moi, dans mon process commercial, j'ai 2 points d'entrée. Je fais soit de l'evergreen, donc c'est-à-dire que les gens peuvent rentrer à tout moment. S'ils rentrent à tout moment, c'est par une masterclass. Et ensuite, je fais un call stratégique. Et ensuite, les personnes ont un lien de paiement pour intégrer l'Académie du Temps. Premier process. Et ensuite, je fais des lancements 3 fois par an par des événements. Et donc, ils vont rentrer par cet événement, toujours appel stratégique, toujours lien de paiement. Donc ça, c'est mon process commercial. Et un point que tu as dit, Clara, et que j'ai oublié de mentionner dans le deuxième pilier, c'est la newsletter aussi. La newsletter est un pilier de relation. Vous instaurez ce lien de confiance. On parlait aussi tout à l'heure de podcast. Le podcast, ça va dépendre. Peut-être que vous allez dire, moi, le podcast, je veux me faire connaître via le podcast. Donc, le podcast, c'est du coup votre pilier de visibilité. Personnellement, j'ai un podcast. Ce n'est pas du tout un pilier de visibilité pour moi, c'est un pilier de relation. Je ne veux pas forcément me faire découvrir via ce podcast. Je veux que les gens qui me suivent déjà voient un petit peu mon côté, parce que je fais des interviews, un petit peu mon côté interview, d'avoir des personnes inspirantes aussi qui viennent sur le podcast et de rassurer le prospect pour la suite. De montrer ton expertise, d'avoir des discussions plus profondes, un petit peu là comme on fait en live. Et typiquement, d'ailleurs, un petit tips, après c'est ma vision des choses, mais je trouve que le podcast est beaucoup mieux dans ce cadre-là que pour de la visibilité, dans le sens où en fait, pour le moment, le podcast n'est pas une plateforme où vraiment vous pouvez vous faire découvrir. Et le moyen de vous faire découvrir avec le podcast, ça va peut-être être plus de vous faire inviter chez des gens, etc. Mais quand je vous dis ça, c'est parce que quand vous regardez la différence entre un podcast et une chaîne YouTube, la chaîne YouTube, il y a tout un algorithme qui va faire en sorte que vos vidéos vont être découvertes. Pour le podcast, on va peut-être certainement y venir, mais pour le moment, c'est pour ça que je considère que si vous voulez booster votre visibilité et que vous avez un podcast, essayez de vous faire inviter chez des gens pour justement aller chercher leur communauté. Mais sinon, si vous hésitez entre les deux, sachez que pour le moment, les vidéos YouTube, c'est un canal de visibilité et d'acquisition qui est hyper puissant et que le podcast va plutôt servir pour moi à faire des contenus longs et montrer son expertise, comme le disait Amélie. Le 4e, c'est donc le pilier de livraison. Là, encore une fois, on continue le process. Votre prospect, il a acheté chez vous, donc il est venu acheter quelque chose. Donc, la livraison, le pilier de livraison, c'est typiquement tout ce qui va être lié à votre livraison de service, donc à ce que vous proposez. Pareil, hyper important d'avoir des process par rapport à ce que vous livrez. Moi, je sais que carrément, on a de l'accompagnement. Donc, moi, je vais avoir des process de comment se déroule mon coaching de groupe, de comment se déroulent mes appels individuels, de comment se déroule ma revue de documents, etc., etc. En fait, tout ce que la personne elle est venue chercher. Dans cette livraison, il y a aussi l'onboarding, c'est-à-dire l'accueil
du client qui vient d'arriver chez vous. Donc, je ne sais pas, moi j'envoie par exemple un petit cadeau de bienvenue avec une petite carte. Il y a une petite séquence email aussi qui se déclenche pour pouvoir donner les principales informations. Ou j'ai aussi un petit guide de bienvenue pour avoir une petite FAQ avec les principales questions qui sont posées, de rassurer, de montrer un petit peu. Moi j'ai une plateforme, donc je montre aussi un petit peu comment ça se passe sur la plateforme pour pas que la personne elle soit perdue. Donc onboarding et livraison de votre service. Très, très important. Je rebondis rapidement. En gros, par exemple, là, Amélie, elle vous a dit qu'elle avait un guide de bienvenue. Ok, on reprend. Un guide de bienvenue. Moi, typiquement, dans le mastermind, vous allez aussi avoir accès à cet espace-là perso, mais le guide de bienvenue va se faire sous format vidéo. Donc, vous avez vraiment le droit. Enfin, imaginez tout ce qui, en fait, comment vous avez envie d'accueillir vos clientes. Et en fait, le champ des possibles, il est grand ouvert. Il n'y a pas un seul format. C'est faites quelque chose qui vous ressemble, faites quelque chose qui va plaire à votre cible et vraiment amusez-vous. Mais ultra important, effectivement, quand on est dans l'accompagnement, mais même si vous faites des formations en ligne, d'avoir un petit onboarding pour imprégner en fait votre client de votre univers, c'est ultra important. Ça fait toujours son petit effet. Et donc, peut-être qu'en écoutant ce live, vous allez vous dire, OK, moi, est-ce que j'ai un process d'onboarding? Non. OK, qu'est-ce que je peux mettre en place? Ou est-ce que j'ai un process d'onboarding? Oui. Bon, où est-ce que ça pêche? Qu'est-ce que je peux améliorer? C'est ça le but, en fait, quand vous regardez tous ces piliers-là. La dernière étape de votre tunnel, c'est la fidélisation. Donc là, c'est une fois que votre client est sorti un petit peu, il a terminé vous avez terminé de livrer votre prestation de service. Qu'est-ce qui se passe pour ce client qui sort de chez vous? Donc là, on va aborder plein de choses. On va aborder ce qu'on appelle l'offboarding. Donc c'est OK, est-ce que je vais est-ce que je vais envoyer un questionnaire de satisfaction? Comment je vais récolter un feedback, un avis? Sur quelle plateforme je vais demander à récolter cet avis? Et est-ce que j'ai autre chose à lui proposer après? Donc, c'est un peu là l'écosystème d'offres. Est-ce que vous avez quelque chose à lui proposer? Est-ce que la personne peut revenir sur la même prestation? Est-ce que vous souhaitez la fidéliser parce que vous avez peut-être une offre mensuelle? Tout va dépendre des offres que vous avez à livrer, mais c'est qu'est-ce qui se passe après cette livraison de service? Cette étape, elle est ultra importante parce que c'est beaucoup plus facile de convertir un client qui a déjà acheté chez vous que d'avoir un nouveau prospect. Donc, c'est aussi pour ça que c'est hyper important. En fait, il y a plein de raisons pour lesquelles c'est important. Déjà, parce qu'effectivement, c'est plus facile du coup de vous augmenter votre chiffre d'affaires avec vos clients déjà actuels en leur proposant, comme Amélie l'a dit, d'autres offres, de refaire même le même programme. Par exemple, moi, le mastermind, ça peut se refaire sur une deuxième année. Parce que c'est de l'intelligence collective, ce ne sera pas forcément le même groupe et que ça te permet de développer ton business, etc. Mais il y a des programmes qui n'ont pas vocation à se faire deux fois, comme l'Académie du Temps. Une fois que tu as structuré, tu as organisé ton business, tu ne vas pas forcément le refaire une deuxième fois, mais tu as peut-être autre chose à proposer, un membership, etc. Donc, ce qui est important aussi, c'est quand vous avez des clients, mais c'est la relation que vous allez avoir avec eux, avec elles. Et du coup, comment dire, c'est aussi la preuve sociale. Qu'est-ce que vous leur avez permis de faire? Et en fait, de construire cette relation vraiment sur le long terme, ça va vous permettre de pérenniser votre business parce que vos clients, clientes se souviendront de l'expérience qu'ils ont vécue avec vous, même sur le long terme. Et donc, ça peut, grâce au bouche à oreille, etc., vous rapporter d'autres clients. C'est tout aussi important de garder sa relation prospect que sa relation avec ses anciens clients. Moi, je sais que j'envoie, par exemple, j'ai une liste des anniversaires de mes anciennes clientes. Je garde aussi ce lien de relation en leur souhaitant leur anniversaire. C'est des trucs tout bêtes, mais ça peut être une petite carte de vœux en début d'année. Ça peut prendre de multiples formes, mais ne négligez pas, ne laissez pas partir vos anciens clients dans la nature sous prétexte que la livraison, elle est terminée. Le 6e, il sort un peu de ce tunnel de vente. Il va être plus sur l'aspect stratégique. Donc là, c'est en gros toutes les catégories, on va dire, de tâches que vous avez besoin de faire quand vous êtes chef d'entreprise. Il faut absolument changer de posture quand on est entrepreneur. Moi j'aime bien dire, on n'est pas des salariés indépendants. On ne prend pas son cœur de métier et on l'exerce à titre d'indépendant. On devient naturellement des chefs d'entreprise et un ou une chef d'entreprise a des responsabilités dont il doit s'occuper. Donc, il va y avoir donc l'aspect financier, on va dire l'aspect plus comptabilité, aller regarder un peu les chiffres, regarder un peu la rentabilité de son business. Donc, ça nécessite d'aller se pencher là-dessus. Il va y avoir plutôt aussi l'aspect délégation. Si jamais vous commencez à arriver à encore une fois, délégation, on n'a pas besoin de construire une équipe de salariés. Délégation, ça peut être tout simplement, j'ai envie de créer mon site internet, je vais solliciter un prestataire pour pouvoir déléguer cette partie-là.
et bah, ça reste de la délégation, c'est de la délégation de projet. Et donc, il faut aussi être à même d'examiner un peu comment ça va se passer, comment on va préparer le cahier des charges pour déléguer aux prestataires, etc. Donc, le 6e pilier, il s'appelle, moi je l'ai appelé le pilier stratégique. Voilà, le pilier de la chef d'entreprise, c'est toutes les compétences qui vont être liées à cette posture de chef d'entreprise. Et après, il peut y avoir plein d'autres choses. C'est l'accompagnement, la formation. Parce qu'un chef d'entreprise, il doit rester au fait de tout ce qui se passe, d'avoir un point de vue de prise de recul. Voilà, Clara et moi, on propose des accompagnements à des entrepreneurs et nous aussi, on se fait accompagner. C'est hyper important parce que tout ce qu'on arrive à faire pour les autres, c'est difficile de le faire pour soi. On a tous besoin d'un regard extérieur sur notre propre business. Donc, ça fait aussi partie de ce pilier stratégique de chef d'entreprise. Donc là, dans ce pilier-là, on peut mettre pas mal de choses, le fait de travailler sur ses objectifs, le fait de structurer sa boîte, le fait d'aller se pencher sur les chiffres d'un point de vue financier, pilotage financier, et de se faire accompagner, et de la délégation et compagnie.